Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Bismart for Change dans New Era. Nous allons parler aujourd'hui de la cybersécurité qui est au cœur des préoccupations mondiales. Chaque jour, nous sommes confrontés à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Que vous soyez une entreprise, une administration ou un particulier, personne n'est à l'abri de ces menaces. C'est pourquoi nous avons réuni des experts pour discuter des enjeux actuels, des dernières évolutions technologiques, des solutions concrètes pour protéger nos données et nos infrastructures. Nous allons explorer les enjeux de la cybersécurité, les menaces actuelles et les réponses possibles. Avec nous sur ce plateau, Théodore Vangros, président de e-Tracing, spécialisé dans la surveillance des infrastructures critiques. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Comène, directeur commercial de Tixéo, également expert en géopolitique. Nous parlerons avec vous des enjeux internationaux liés à la cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Rodolphe Aran, expert en bug bounty chez YesWeHack, qui nous présentera l'importance des solutions collaboratives pour renforcer la cybersécurité. Bonjour. Bonjour Fanny. Et Yann Bonnet, directeur général adjoint du campus cyber, acteur clé dans l'écosystème français de la cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons explorer les menaces actuelles, discuter des lois comme la directive Nice 2, examiner l'importance de l'innovation pour assurer un avenir numérique sécurisé. Restez avec nous pour une heure d'échange riche et instructif dans New Era. C'est un sujet qui nous concerne tous connectés, tous impliqués, tous responsables. Alors Yann Bonnet, quel est l'état actuel de la menace cyber aujourd'hui ? Vous l'avez dit, on est tous concernés en fait. On est tous dépendants du numérique dans notre vie professionnelle ou personnelle. Et ce qu'on voit en termes d'état de la menace, c'est déjà depuis quelques années un peu un déplacement de la menace, notamment en fait vers les acteurs un peu les moins matures. Et je pense notamment aux PME, aux collectivités et aux hôpitaux. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, hein, par exemple pour une PME qui va être attaquée, qui va être rançonnée, donc ça va être un petit logiciel qui va bloquer les systèmes et qui va demander une rançon pour soi-disant débloquer. Le coût moyen qui est déclaré aux assurances, c'est à peu près 120 000 euros pour une petite PME. À peu près combien d'entreprises sont touchées en France aujourd'hui ? C'est très difficile de dire, mais en fait, la grande majorité des entreprises ont des attaques quotidiennes de différents niveaux. Donc on a un déplacement de la menace et concrètement, ce qu'on voit, c'est un hôpital qui est attaqué. Dans la minute qui suit, c'est des infirmiers, des infirmières qui savent plus quel médicament a été prescrit et qui donc ça entraîne une désorganisation totale par exemple des hôpitaux. Une mairie qui est attaquée, c'est une mairie qui ne sait plus gérer je sais pas, les passeports ou même les cimetières. Voilà, c'est concret. Et aujourd'hui, la nature des cyberattaques les plus fréquentes en France, par exemple les entreprises, quelles sont-elles ? Alors, ce qu'on voit, il y a plusieurs motivations derrière les attaquants. Une première motivation, c'est l'appât du gain. C'est des gens limite mafieux qui cherchent à se faire de l'argent. Et donc, ça va être beaucoup de rançon logicielle, donc comme je l'expliquais, qui va bloquer un système. Mais on a d'autres types de menaces qui sont un peu moins visibles, notamment l'espionnage. Où on va essayer d'espionner, récupérer des brevets ou avoir des informations stratégiques de l'entreprise. On a un dernier type de menace qui est plutôt le sabotage. Et en période de conflit qu'on connaît, c'est quelque chose qui est regardé de très près par certains services. Concrètement, ça va être des attaquants plutôt étatiques qui vont essayer de rentrer sur un réseau important pour un pays, par exemple un réseau électrique, et qui vont mettre en quelque sorte des petites charges numériques qui, le jour où il y aura un conflit, vont les déclencher et ça apportera atteinte énormément aux pays concernés. Jean-Philippe Comène, par exemple, et le gouvernement français, est-ce qu'il subit des cyberattaques aujourd'hui ? Je serais surpris qu'ils n'en subissent pas. Par essence, un État comme la France en subit forcément. Après, c'est de là ce qu'il y a à dire qu'il y a des effets majeurs, ça, pas en tout cas connu dans les médias. Après, il y a le contexte aussi géopolitique, les positions de la France sur le Moyen-Orient ou pas, avec le conflit à Gaza, qui s'étend de là, j'allais dire doucement, mais plus ou moins sûrement avec l'Iran, toujours la guerre en Ukraine et les positions de la France qui ont été plutôt marquées comme soutien, j'allais dire dans Macron 2, on va dire. Voilà, forcément, le pays est plus visé, mais si je pense rétrospectivement à le Rex des JO, où on s'attendait à un raz-de-marée
l'apocalypse numérique pendant les JO. Bon, d'une part, il y a certainement eu un très bon travail collectif piloté par l'ANSSI de préparation. Et puis peut-être aussi qu'il y a eu un peu moins que ce qu'on avait potentiellement projeté. L'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale des services de sécurité informatique. Oui. Très bien, en France. Et Théodore, je me tourne vers vous parce que j'aimerais savoir comment les infrastructures critiques, justement, comme les services de santé ou les réseaux énergétiques, sont-elles protégées aujourd'hui contre ces menaces ? Je vous réponds tout de suite, mais d'abord, je voulais juste compléter Yann qui disait quelque chose de très intéressant. Nous on travaille beaucoup chez e-tracing avec des grandes entreprises et on voit effectivement que de plus en plus de sous-traitants de plus petite taille, cabinets d'avocats, prestataires de web, etc., sont attaqués. Et à travers ces gens-là, on attaque les grandes entreprises qui, elles, mettent les moyens, plus de moyens que les plus petites. Et donc, on voit une descente de plus en plus fine. Je pense qu'on va avoir plus de compléments aussi avec Rodolphe sur la détection. Mais on voit une descente de plus en plus fine sur des sociétés de type PME où les ETI déjà sont assez bien couvertes à propos de votre question. Donc, je réponds quand même à votre question. Donc, effectivement, ce qu'on voit d'abord, nous qui travaillons pour des grandes entreprises qui sont en France, mais aussi fortement présentes à l'international, c'est un investissement assez conséquent en cybersécurité, donc en termes de protection, en termes de protection de la donnée, on s'appuie sur des règles de conformité légale, mais on s'appuie aussi sur un investissement de surveillance continue de la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle les SOC, la gestion 24 sur 24 des signes, des signes qui nous permettent d'isoler une attaque. Donc voilà, ce sont des techniques de plus en plus appliquées qui couvrent d'abord les grandes entreprises, les ETI, et on a un besoin de plus en plus fort sur les petites entreprises, sur les entreprises de taille intermédiaire et moyenne qui dont on a besoin d'investir en cybersécurité. À vous tous, est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le nombre d'entreprises qui se fait attaquer, par exemple, par an ? À peu près. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres ? C'est difficile sans faire d'erreur méthodologique parce que la cyber au niveau global, dans tous les pays qui essaient de donner des données, il y a un problème majeur qui est la fragmentation des données. D'accord. Sur les entreprises qui détectent et qui font leurs rapports orientés sur les données de leurs clients qui sont plutôt occidentales que sur le reste de la planète. Les boîtes qui font des sondages, des études sur un échantillon de... Donc en fait, les chiffres sont aléatoires entre... Pour vous donner un exemple, il y a plusieurs études en France qui sont sorties où on disait le coût annuel cyber, c'était... Alors, cabinet Asterès, pardon, c'est pas pour les citer méchamment, mais 2 milliards par an. Un autre article, c'était 65 milliards par an. C'est très difficile de chiffrer. C'était 125 milliards par an. Bon, 125 milliards, c'est 2 lois de programmation militaire pour l'effort de défense. Voilà, c'est pour donner des cadres de référence, de comparaison. Est-ce que c'est important ? Oui. Est-ce qu'on sait vraiment le quantifier au-delà du sensationnalisme qui est intéressant pour la pédagogie, mais qui est peut-être aussi des fois trop... D'accord. Mais potentiellement, toute entreprise qui a un système d'information peut être attaquée. Il y a des chiffres, effectivement, qui sont discutables. Il y a quelques années, je crois qu'il y a un rapport du Sénat qui indiquait que 56% des entreprises avaient été victimes d'un incident cyber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? C'est là où on peut en discuter. Mais voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous disiez... au départ, tout le monde est concerné dans sa vie professionnelle autant que dans sa vie personnelle. J'ai une question pour vous, Jean-Philippe. C'est quel est l'impact des tensions géopolitiques sur la fréquence et la nature des cyberattaques aujourd'hui en Europe ? Déjà, ça influe aussi sur forcément suivant le niveau de tension qu'il y a en fonction des événements sur
potentiellement de la fréquence temporaire. Il va y avoir des actions qui vont être menées. Par exemple, pour les JO, s'il y a eu plus d'attaques. Potentiellement pour les JO, il y en a eu plus que sur une période non JO, évidemment. Mais donc il y a cet aspect un peu événementiel qui est soit lié à un événement qui est une telle vitrine mondiale qu'on va forcément essayer de s'y attaquer, ou d'autres des événements sur des conflits ou sur des positions politiques. Après, il y a aussi il y a différentes dans le champ cyber. Souvent sur les attaques étatiques, on parle de trois typologies. Espionnage, sabotage, subversion. Subversion, c'est la désinformation. Donc c'est aussi un volet qui a quand même pas mal pris d'ampleur. Qui est pris en compte dans la cybersécurité. Et qu'il faut regarder en tête dans cette massification, ces changements de mode opératoire, qui se recoupent avec des attaques. Parfois, on parle de hack and leak. Est-ce qu'il y a un exemple que vous pourriez me donner là tout de suite ? Là, de hack and leak que je citais, le premier qui me vient, c'est par rapport à la campagne présidentielle à l'époque d'Emmanuel Macron, mais le hack et le leak, c'était un acte technique, mais à une finalité subversive. D'accord. Pour essayer d'influencer sur la campagne. C'est ce genre de choses qu'on peut voir aussi, et pas que mettre en panne des systèmes, demander des rançons. Et puis on le voit aussi dans l'entreprise, parce qu'on a le côté cybersabotage. Il y a bien sûr l'argent, le ransomware, etc., mais il y a le cybersabotage qui touche beaucoup d'entreprises en fonction même de leur métier. On va faire du mal, on va vouloir faire du mal à un fabricant d'armes, parce que finalement, il vend des armes à tel ou tel pays, et donc c'est mal vu. Ou même, on a, nous, eu le cas d'un grand groupe qui a de l'élevage de crocodiles, parce qu'ils font des produits à base de crocodile, de peau de crocodile, pas de viande, mais de peau de crocodile. Et donc, il y a eu du cybersabotage. D'accord. À cause de des gens qui défendent les animaux, etc. Et donc, ça a bloqué, ça a été un vrai problème de cybersécurité. On va en parler des ransomware, justement, parce que je voudrais en parler avec Rodolphe pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'est. Et est-ce que ça continue à poser un problème majeur pour les entreprises françaises aujourd'hui ? Alors les ransomware, déjà, c'est pas nouveau, mais ce qui les a rendus effectivement très visibles, c'est ce qu'évoquait Yann, c'est une vague d'attaques qui ont concerné les services publics, notamment les hôpitaux. Donc les hôpitaux étaient complètement paralysés. Ça arrive encore, d'ailleurs. Ça arrive encore. Dernièrement, on a eu moins d'incidents majeurs, mais ça arrive aussi à des particuliers, d'ailleurs. En fait, le principe, c'est qu'un logiciel malveillant, donc en fait un virus, on pourrait appeler ça comme ça, s'introduit en fait dans un système d'information. La plupart du temps, en fait, c'est pas une attaque entre guillemets externe. C'est une personne qui va cliquer sur un lien. Et qui, sans s'en rendre compte, en fait, va propager ce virus dans le système d'information de son organisation. Et effectivement, le virus est fait pour chiffrer ou bloquer l'accès aux données de ce système. D'accord. Donc, typiquement, c'est ce qu'évoquait Yann, dans les hôpitaux, en fait, plus rien ne fonctionne parce qu'il n'y a plus de messagerie, il n'y a plus l'accès à tous les applications métiers, et ainsi de suite. Voilà, tout à fait. Très bien. Et comment aujourd'hui les petites et moyennes entreprises peuvent-elles se protéger efficacement justement contre ces cybermenaces ? Alors, moi, je suis depuis très longtemps dans la cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai l'air si vieux que ça, mais c'est le cas. Le sujet des PME, j'en entends parler depuis toujours. Les PME ont rarement un DSI, encore moins un responsable cybersécurité. Elles ont rarement des équipes informatiques dédiées, ou alors elles sont très limitées, et leur métier, c'est de faire tourner la machine, simplement de rendre des services essentiels à l'activité de l'entreprise, et pas de faire de la sécurité. Donc c'est effectivement un vrai défi qui, pour l'instant, n'a pas trouvé sa solution simple et accessible d'un point de vue budgétaire à l'ensemble des PME. Donc malheureusement, je n'ai pas de réponse très satisfaisante à apporter à cette question. Mais il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation. Effectivement, il y a le côté aussi investissement, parce qu'il faut des outils. Typiquement, quand quelqu'un clique sur quelque chose, il faut éduquer les gens à ne pas cliquer, à regarder d'où ça vient. Est-ce que l'adresse source qu'on voit dans le mail, elle est compatible? Est-ce qu'ils connaissent les gens qui l'ont envoyé, etc. Donc en fait, il y a une sensibilisation, une formation continue avec des tests.
D'ailleurs, l'ANSSI, je pense de l'ANSSI parce que Yann y était avant, l'ANSSI a tout un catalogue de MOOC, de formation, et ça aide énormément, hein, ça aide beaucoup les... Alors, si je puis me permettre avec une difficulté, c'est que, c'est tout à fait juste, hein, mais les attaquants eux aussi évoluent et sont de plus en plus malins, et on voit maintenant de plus en plus en fait, d'attaques de ce type-là hein, qui utilisent la voix ou la vidéo. Et alors, on sait les voix, ils transforment les voix, ils mettent la voix de quelqu'un qu'on connaît. Exactement. D'accord. Peut-être sur les PME, effectivement, c'est un sujet qui est assez énorme et dont on parle depuis longtemps et assez complexe. Il faut bien avoir conscience qu'en France, 99% de notre tissu économique, c'est-à-dire 3 millions en fait, d'organisations, sont des TPE, PME. C'est le maillage économique de la France. Voilà, on a des très gros acteurs, notamment du CAC 40, qui ont mis des moyens, vous l'avez dit, considérables pour se protéger. Dans ce domaine, il faut toujours rester humble, parce que malgré les moyens qu'on met, on peut toujours trouver une petite faille qui passe. Mais effectivement, ce sujet est très complexe. Alors moi, j'aimerais en profiter pour mettre en avant une initiative du campus cyber. On coordonne un consortium qu'on appelait CIBIA, Cyber IA Hub, qui est financé à 50% par l'Union européenne et 50% par la région Île-de-France. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en fait, on va aider gratuitement des PME, c'est un test sur 150 PME. On va les aider à en Île-de-France, dans un premier temps, à diagnostiquer les risques de façon neutre. On va aussi les guider vers des solutions adaptées, parce que c'est très compliqué, hein, même en tant qu'expert de la cyber, c'est très compliqué de comprendre les différentes offres. Et on va les guider vers les offres, et on va même les accompagner à aller chercher du financement public pour acheter ces solutions. Ce qui nous amène au cadre de la directive NIS 2, en fait, parce que NIS 2, c'est de la réglementation, justement, pour les PME, TPE, sur la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Yann ? Alors, NIS 2, donc effectivement, c'est une nouvelle, un nouveau règlement ou directive, je ne sais plus. Directive. Qui devrait être appliquée là, dans les prochains mois. Donc ça va obliger en quelque sorte un certain nombre de PME à respecter un certain nombre de process pour se protéger. Et c'est assez important, encore une fois, le numérique, hein, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. Donc ça apporte énormément d'opportunités, mais c'est aussi important de bien protéger de ces nouvelles menaces pour avoir la confiance des clients. On va parler maintenant des changements, parce qu'il y avait directive NIS 1 et directive NIS 2. Donc quelle est la différence justement, Jean-Philippe ? On va faire simple, ça rentre très dans le détail de la directive, mais en gros l'esprit de la directive 2, il faut se rappeler, la directive NIS 1, c'était en 2016 qu'elle a été mise en place. Et le contexte aussi de Covid, avec tout le monde à distance, un certain nombre de choses qui évoluent, puis le contexte aussi, certaines attaques dites par supply chain, c'est-à-dire l'attaque des fournisseurs et de grands acteurs, mais par leurs fournisseurs, ont fait prendre conscience qu'il fallait résoudre un peu des problèmes de la NIS 1, qui était un manque d'harmonisation dans les transpositions et les aspects sectoriels, et les opérateurs qui étaient désignés, et puis une massification. Voilà, une massification en nombre et en secteur, donc pour augmenter les cibles. Par exemple, en France, on avait 300 opérateurs de services dits essentiels. Enfin, nous, en France, on l'appelait plutôt les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Et puis là, le scope, c'est, il me semble, 15 000 à peu près. D'accord. Pour la France. Donc, on voit le multiplicateur, quoi. Ce qui va poser des problèmes, je pense, dont on parlera tout à l'heure. Mais est-ce que toutes les entreprises, toutes les PME, TPE sont ciblées par NIS 2 ? Elles concernent toutes les entreprises françaises ? Non, il y a des critères. Il y a sectoriel. D'accord. Il y a des critères de taille et de chiffre d'affaires. Donc, si on croise, je suis dans le secteur, dans la liste des secteurs, soit hautement critique, soit critique. Je suis de telle taille, avec tel CA, etc., je rentre dans la case entité importante ou entité essentielle. Parce que c'est une subdivision pour justement avoir une granularité aussi, à la fois sectorielle et en termes de taille. Après, l'État français et l'ANSSI se réservent le droit, parce que c'est marqué, des TPE, notamment des fournisseurs numériques, donc qui sont en dessous du critère le plus bas, c'est-à-dire
Le critère le plus bas, c'est 50 salariés et inférieur à 10 millions d'euros, enfin je ne sais plus le chiffre précis en tête. Bon, on peut quand même avoir des TPE, donc en dessous de 50 salariés, qui sont peut-être en dessous aussi de 10 millions d'euros, mais qui, parce qu'elles sont dans un secteur d'activité, par exemple les fournisseurs de services numériques, qui sont labellisés ou pas ANSSI et qui sont utilisés par des grandes entreprises, vont être concernés. D'accord, très bien. Et quelles sanctions les entreprises risquent-elles en cas de non-respect justement de la directive NIS 2 ? Quelles sont les sanctions qui vont être mises en place ? Alors il y a des sanctions pour les dirigeants, potentiellement. D'accord, ils peuvent risquer la prison par exemple ? Potentiellement. Oui, en théorie. En théorie. Il faut faire attention. Hein. Moi, Théodore, il va falloir faire attention. Moi, je fais attention, il n'y a pas de souci. Je suis vacciné sur le sujet. Mais, mais quelquefois, on aimerait bien qu'elle soit appliquée, en fait. Et voilà, il y a un petit laxisme dans l'application. Je veux pas... Ça, c'est pour responsabiliser, mais Voilà. le privé. Le public, il me semble pas qu'il y ait cette notion de responsabilité, par exemple pour les collectivités territoriales. Un responsable d'une collectivité ou d'un établissement public n'est pas forcément responsable. En revanche, sur le privé, il y a cette responsabilité-là, et il y a tout simplement de taper le portefeuille. Donc il y a, selon le critère de chiffre d'affaires qu'on fait, il y a 1,4% à 2 et quelques pourcents de chiffre d'affaires annuel mondial d'amende. Voilà. Et donc, comment les entreprises françaises vont se préparer justement à se conformer à ce NIS 2 ? Parce qu'on n'est pas prêt encore aujourd'hui. Ça se voit à plusieurs catégories, c'est-à-dire les 300 qui étaient déjà régulées, c'est les 300 plus grosses, elles sont déjà, j'allais dire, au bon niveau, et si elles ne sont pas finies, ce qu'elles doivent faire pour être conformes, elles seront certainement particulièrement dans le viseur de l'ANSSI, dans les premières, à un moment donné, à avoir un audit blanc, c'est-à-dire sans amende, dans la période des 3 ans de probation que le directeur général de l'ANSSI a laissé entendre comme période. Et après, par contre, à partir de ces 3 ans-là, il peut y avoir des audits, cette fois non blancs, qui mènent ou pas à des sanctions. Donc après, il y a des typologies. Il y a les 300 entreprises qui sont déjà là. Et après, il y a les plus grosses parmi les 15 000 qui restent en dehors de ces 300, certainement qu'elles sont déjà en ordre de marche depuis un moment aussi, moins que les 300 plus grosses, mais qui certainement sont en train de rattraper. Et après, il y a toutes celles, y compris celles de l'écosystème numérique, des fournisseurs, dont on fait partie potentiellement, pour ceux qui représentent une société, où... Oui, il va falloir aussi se conformer pour nous aussi, toutes les PME, quel que soit le secteur, y compris celles qui sont censées vendre des solutions qui aident à sécuriser certains aspects. Voilà. On va devoir aussi y passer. Est-ce que, Théodore, e-tracing est prêt pour NIS 2 ? Nous-mêmes, oui, je pense qu'on est prêt. Mais pour répondre à la question aussi, c'est un ensemble, en fait, une entreprise. Globalement, elle doit déjà, à propos de responsable sécurité dans l'entreprise ou quelqu'un qui est chargé d'avoir cette responsabilité, de mettre en place des processus, de sensibiliser ses collaborateurs. Et puis, évidemment, il y a un peu d'outillage à mettre en place quand même, parce que, sécuriser une messagerie, il faut un petit peu d'outillage, il faut faire des tests, des audits, des tests avant mise en prod des outils, des applications. Enfin, comment dire, on ne peut pas aller dans un magasin et acheter un kit NIS 2. C'est un ensemble de choses qui permettent... Il faut s'y préparer. Voilà, et donc on peut faire appel à la compétence externe, comme les consultants que nous avons, comme déployer des outils, comme déployer des services managés, etc. Mais il y a aussi une sensibilisation interne qui est extrêmement importante. Et les deux sont nécessaires. L'une et l'autre complètent la démarche. Mais comment elles vont faire, les PME, par exemple, pour s'adapter à ces exigences qui sont quand même nombreuses sur NIS 2 ? Yann. Il va falloir identifier les points critiques, bien comprendre quelles sont les règles à respecter. Et comme on l'indiquait tout à l'heure,
ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce n'est pas une réglementation juste pour le plaisir de réglementer. D'imposer. C'est pour, pour augmenter le niveau de sécurité des entreprises de notre françaises. tissu économique. Et ça nous concerne tous, même en tant que clients. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui est là juste pour sanctionner, mais c'est vraiment une démarche un peu de progrès, parce qu'on ne peut pas juste sécuriser que les 300 entreprises les plus critiques pour l'État. Rodolphe, comment par exemple Yes We Act peut aider justement la mise en place de NIS 2 ? Alors, avant de répondre à cette question, juste pour contextualiser un petit peu, je voulais revenir sur le tout début de notre échange, quand vous évoquiez le fait que toutes les organisations étaient de plus en plus connectées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces organisations s'ouvrent vers l'extérieur, elles s'interconnectent entre elles, mais elles fournissent aussi des services numériques beaucoup plus importants. On le voit dans tous les domaines d'activité, que ce soit... Il n'y a pas un domaine qui maintenant n'est pas son versant numérique. Même les démarches les plus simples, administratives par exemple. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'elles ont beaucoup plus d'exposition sur Internet, et c'est ce qu'on, dans notre langage à nous, dans notre verbiage, on appelle la surface d'attaque numérique. D'accord ? Donc cette surface d'attaque numérique, elle augmente très rapidement, et donc ça veut dire que concrètement, ça laisse beaucoup plus potentiellement de portes d'entrée, on parle de vecteurs d'attaque, pour ces acteurs malveillants qu'on évoquait tout à l'heure. Donc elles ont d'abord ce premier défi qui est que leur surface d'attaque augmente, donc elles ont beaucoup plus, entre guillemets, de risques à couvrir, et que ça s'est aggravé par un autre phénomène, qui est totalement lié dans le domaine informatique depuis maintenant une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'agilité croissante. Ça veut dire concrètement que ce qui était auparavant dans l'entreprise, maintenant c'est dans le cloud, et que les applications d'une façon générale sont mises à jour beaucoup plus rapidement, beaucoup plus régulièrement, si ce n'est en permanence. Donc concrètement, elle crée potentiellement beaucoup plus de ce qu'on appelle des vulnérabilités et qu'elles doivent corriger. Parce qu'en fait, pour être très concret, alors il y a les attaques qu'on évoquait, donc les rançongiciels, où il va y avoir un employé qui va cliquer sur un lien. Et puis après, il y a les attaques qui viennent littéralement de l'extérieur, donc qui vont attaquer en frontal les systèmes d'information. D'accord. Et là, pour le coup, forcément, plus sa surface d'attaque est grande, plus l'entreprise s'expose donc à des risques. Et donc, elle doit, pour couvrir ces risques, corriger ses vulnérabilités. Et ça, forcément, elle ne peut pas recruter à mesure que ces risques augmentent. Elle peut pas, une équipe informatique ou sécurité, elle ne peut pas être pléthorique, pour des raisons simplement budgétaires. Et par ailleurs, ces équipes, une fois qu'on les a recrutées, il faut les garder, il faut les maintenir formées. Donc en fait, il y a vraiment une situation où le risque augmente et les ressources pour couvrir ce risque, en fait, elles n'augmentent pas forcément, elles sont limitées. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on peut intervenir, puisqu'en fait, on met à la disposition de ces entreprises, des organisations, une communauté donc d'experts qui sont des freelances en fait. Combien ? Vous en avez combien d'experts aujourd'hui ? 80 000, donc qui représentent 170 nationalités différentes. Et en fait, ils vont pouvoir s'appuyer sur cette communauté. Nous, on fonctionne en fait comme une plateforme. Et donc, on met en relation ces organisations avec cette communauté de façon à pouvoir détecter ces vulnérabilités et leur apporter des moyens de remédiation avant justement que des vrais hackers ou des vrais attaquants les découvrent et les exploitent. D'accord. C'est le système du bug bounty. Exactement. Alors pourquoi on parle de bug bounty ? Parce que donc, le bug, c'est la fameuse vulnérabilité que j'évoquais, et le mode de rémunération pour ces freelancers, donc pour ces hackers éthiques, ça va être la prime en fait. Ils vont être récompensés par des primes. Donc ils ne sont pas payés au préalable, il n'y a pas de contrat. Non, ils sont payés uniquement au résultat. Très bien. En fonction de règles très précises qui définissent dans quelles conditions ils peuvent être rémunérés, à quel montant. Selon quel cadre, et donc en fait on parle de bug bounty puisque ce sont des primes qui vont toucher pour les vulnérabilités qu'ils vont découvrir dans le cadre de ces programmes. Très bien. Écoutez, on va parler du défi du recrutement dans le cyber de la sécurité aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une pénurie mondiale dans le domaine de la cybersécurité de talents. Comment ce problème affecte-t-il la France et quelles sont les solutions ? Je vous pose la question tout de suite. Alors c'est un énorme sujet et je crois que c'est notre sujet prioritaire à tous dans le domaine de la cybersécurité. En fait, on parle les derniers chiffres de l'OCDE de cette année, c'est 60 000 postes non pourvus en France. C'est beaucoup. C'est énorme, ce qui explique des salaires qui augmentent énormément et qui explique aussi que pour les PME, c'est très compliqué d'avoir des experts. Sans compétences, c'est difficile de se protéger. Donc face à ça, le campus cyber, on agit énormément avec les acteurs du campus, notamment pour essayer de changer un peu notre image. Parce qu'effectivement, dans la tête de beaucoup de personnes, l'expert cyber, c'est un geek, c'est un homme. On a avec des lunettes. Qui a un sweat à capuche. Un sweat à capuche, et ça arrive, et heureusement qu'ils sont là. Mais on a besoin de beaucoup plus de diversité, de montrer, le métier de la cyber,
cyber, c'est plus de 30 métiers différents, des métiers techniques où il y a des hommes et des femmes qui excellent, des métiers moins techniques, de la géopolitique, du droit, de la communication. Et donc, on va travailler énormément en termes de communication sur les réseaux sociaux pour montrer le sens des métiers de la cyber. C'est quand même noble de protéger son entreprise, sa nation, et montrer cette diversité. Et cette diversité, c'est pas juste... voilà, pour tout vous dire, on a un peu moins de 11% de talents féminins dans le domaine de la cyber. Il n'y a aucune raison de se priver autant de talents. Et derrière, on a besoin de diversité, non pas dans un sens d'inclusion, mais dans un sens d'efficience. On a besoin, c'est pour ça que ce que disait Rodolphe aussi est hyper intéressant, sa communauté avec 80 000... Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs chez Yes We Hack. Et ça, je pense qu'il n'y en a pas dans des proportions supérieures à celles que Yann... D'accord. Mais on a 170 nationalités, si j'ai bien compris. Et on a besoin, si on met 5 hommes blancs qui ont la même façon de penser... ça ne ouvre pas l'esprit. Ça ne va pas être très créatif. Si on fait appel à des communautés avec plein d'esprits différents, on va potentiellement mieux trouver les failles avant des méchants. Et aujourd'hui, quelles sont les compétences les plus recherchées dans le domaine de la cybersécurité, par exemple ? Il y a de tout, il y a beaucoup de domaines, mais les auditeurs en sécurité sont très recherchés. Voilà, il y a beaucoup de métiers, je ne sais pas exactement vous dire, mais il y en a plein. Ah ouais, il y a quelques têtes de gondole. Théodore, vous avez une petite idée? J'ai une petite idée, oui, forcément, parce que e-tracing embauche 250 ingénieurs cette année. Et vous, le défi chez e-tracing, il y en a beaucoup des femmes? Justement, nous, on est au double, on est au taux de 20%. Bravo. Alors, voilà, on a des consultantes aussi. Donc, en fait, c'est le métier un petit peu différent, complémentaire à celui de Yes We Hack. Nous, on a une gestion RH qui est une société de consultants et d'ingénieurs et d'analystes, donc des embauches en CDI classiques, mais on embauche un petit peu plus aussi des gens qui peuvent expliquer, qui peuvent sensibiliser, qui peuvent être des service managers, notamment pour les SOC. Donc là, on capte des ingénieurs femmes, des écoles de commerce, des consultantes. Donc voilà, c'est une manière d'amener de la diversité aussi. Et on a toutes les couleurs. Yann parlait de 5 hommes blancs. Pour nous, on a un petit peu de toutes les couleurs, mais comme tout le monde. Et ce qui donne une forte richesse à l'entreprise. Donc, la question était, quels sont les profils Quelles sont les compétences quelles sont les compétences aujourd'hui spécifiques qu'on demande dans le monde de la cyber? Alors, quels sont les métiers les plus recherchés, en fait? Donc, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que, je ne sais pas, mes collègues vont compléter ce que je dis, évidemment, mais on voit que depuis une quinzaine d'années, pas mal d'écoles d'ingénieurs, enfin toutes les écoles d'ingénieurs ont bâti des cursus cybersécurité. Les universités ont des masters, on embauche beaucoup dans les universités, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de super positif parce qu'on embauche des jeunes diplômés beaucoup plus facilement qu'avant. D'accord. Par contre, là où c'est difficile, ce sont les gens avec 7, 8, 10, 12 ans d'expérience. On a du mal à trouver ces gens-là parce qu'ils ne bougent pas, parce que justement, ils sortent peu sur le marché. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a des profils. En termes de profils, bien sûr, on cherche des gens aussi qui sont... plutôt seniors, plutôt directeurs de projet, des gens qui sont un petit peu plus avancés dans l'âge, et c'est hyper important aussi en termes de diversité, de formation, de transfert de savoir, de compétences, d'approche. Après, ce qu'on a du mal à trouver aussi, ce sont les service managers pour les prestations. Par exemple, nous, on a je dirais un savoir-faire sur tout ce qui est service manager, donc auprès des entreprises qui nous sous-traitent un SOC pendant plusieurs années. Et donc là, on a besoin des gens qui sont des têtes de pont, qui font le lien entre le build des solutions qu'on déploie, qui sont nécessaires, l'exploitation des solutions par les analystes, le reporting qui est fait. Donc ces profils-là sont extrêmement difficiles à trouver. Parce qu'ils doivent communier une compétence technique de base, une compétence de
plutôt de consulting, une compétence de gestion des grandes entreprises pour pouvoir écouter nos clients. Et là, on a une multitude de donneurs-d'ordre au sein d'une entreprise. On a le RSSI, on a le DSI qui est extrêmement impliqué maintenant, qui est quasiment partout sur les décisions. Enfin, on a la direction juridique. Enfin bref, ce sont des profils difficiles à trouver. Rodolphe. Pour compléter, oui, sur la question de la diversité, une ou deux choses. La première, c'est quand on parle de diversité, il y a aussi la diversité des sujets. Et juste pour parler d'un sujet très technique, qui est notre sujet, celui de la vulnérabilité, le défi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle diversité, une telle multiplication de briques technologiques, de solutions, que on ne peut pas avoir des experts en tout, c'est impossible. Donc ça, déjà, c'est un défi. C'est qu'il faut aussi une palette, entre guillemets, de talents très importante, et à laquelle il est très difficile de répondre. Et c'est à ça qu'on essaie aussi de répondre, nous, avec notre modèle communautaire. L'autre aspect, c'est... je vous écoutais, je pensais à une chose en vous écoutant. Si on regarde nos top hackers, ceux qui sont en top du classement, au niveau global, mais même en France, en fait, il y en a un bon nombre qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ou qui n'ont pas fait de super école d'ingénieur. Exactement, j'allais en venir là. Est-ce qu'il faut faire des études, justement? Je parle pas, alors, c'est pas les mêmes profils que ceux Oui, d'accord. mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur certaines activités, certaines expertises, en fait, c'est des compétences qui peuvent être développées de façon, entre guillemets, un peu ad hoc. Et nous, très humblement, on ne prétend pas du tout résoudre ce défi. Mais par exemple, on propose différents, on appelle ça des dojos, en fait, qui sont des espèces d'outils où on simule en fait, des attaques et on apprend à découvrir, à exploiter des vulnérabilités. Et ça permet à la fois donc, de former notre communauté et puis de les sélectionner, mais aussi à quiconque en fait, de se former lui-même. Et il y a quelques années, on a fait des partenariats avec des écoles d'ingénieurs ou des universités qui s'appuyaient justement, ou des cursus s'appuyaient sur ces outils pour former de façon très très pratique des personnes qui parfois n'avaient pas vraiment de background, en fait, voire aucun background en cybersécurité. Yann, ce qu'on voit d'ailleurs dans l'étude de l'OCDE dont je parlais tout à l'heure, un sujet assez intéressant. En France, on recrute beaucoup d'ingénieurs. En Allemagne, il y a une grosse demande plutôt de Bac+3. Donc peut-être qu'en France, on pourrait essayer de voir un petit peu voilà. Et de former soi-même finalement. Oui, Est-ce que les initiatives sont pas celles-là? Après, on forme l'ingénieur qu'on embauche qui est débutant. Il doit passer par une formation. On les forme quand même. Voilà. C'est pas parce qu'il est ingénieur, il sort avec un master. Après, sur le marché. Des sujets de reconversion, évidemment. À court terme, il y a un énorme enjeu. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir passé un certain nombre de temps, qui sont peut-être un peu en bout de carrière dans une DSI. En quelques mois, on peut leur rajouter un certain nombre de compétences. Direction des services d'informatique. Et faire en sorte qu'ils apportent une valeur extraordinaire à l'entreprise. La reconversion est quelque chose un outil qui va être très utile. Ça peut fin de vivier à la pénurie, mais c'est moi, tel que je le vois, c'est à l'image de la structure, je pense, économique de la France. 1% des entreprises font à peu près la moitié du PIB. Et c'est le marché de la cyber, que ce soit côté offreur, donc fournisseur de solutions, conseil, et recruteur, ça s'adresse d'abord aux grandes entreprises. En fait, c'est structuré comme ça. Quand même. Donc ça se voit aussi dans les profils d'annonces qu'on voit. L'auditeur, le consultant ceci avec la liste très longue, très cadrée, plutôt Bac+5, etc. Donc c'est mécanique, c'est difficile à l'éviter, d'autant qu'en France, c'est quand même culturel, on a une culture du diplôme, plus que dans le monde anglo-saxon. D'accord, donc si quelqu'un arrive sans diplôme, mais qui, par exemple, c'est un as de l'informatique, c'est possible on l'embauche. C'est possible. Oui. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver du boulot justement dans la cybersécurité? Mais même moi, il y a d'autres choses. Je revenais sur ce que disait Yann sur la diversité de types d'emplois. En fait, souvent, on focalise sur ce qu'on voit le plus dans les annonces, celles qui sont les plus visibles, par ce que recherchent les grandes entreprises. Mais il y a aussi un biais quand même. Souvent, on l'attaque toujours sur l'angle soit de la conformité, soit de l'angle très très technique. La cyber, c'est pas que ça. C'est un sujet qui est transversal sur plein. Ça touche du droit, ça touche ce que disait Yann tout à l'heure. De l'analyse de risque, mais au sens même commerce international, géopolitique. Ça touche à plein de sujets et sur lesquels il y aurait de la place pour plein d'autres gens que les geeks. Donc ça veut dire qu'en termes de salaire, qu'est-ce que c'est combien on peut gagner si on travaille en cybersécurité aujourd'hui en France? On gagne bien. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais c'est facile en début de carrière
de commencer à 40 000 euros et d'augmenter énormément par la suite en fonction des compétences. Effectivement, on le disait, certaines compétences sont extrêmement recherchées, mais globalement, on gagne très bien dans le domaine de la cyber, parce qu'il y a cette pénurie notamment. Je vais vous demander, Théodore, comment les entreprises... Je pensais que vous me demandiez mon salaire. Non, je ne vais pas vous demander votre salaire, ça, je ne voudrais pas. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, je voudrais vous demander comment les entreprises arrivent à fidéliser justement leurs talents aujourd'hui dans la cybersécurité. Là aussi, c'est un mix. Un mix entre, bien sûr, il faut payer les bons salaires, les salaires du marché. Et voilà, ça c'est un... Vous êtes toujours en train de recruter, par exemple, chez oui, bien sûr, oui. Chez e-Tracing ? Ah oui, bien sûr. D'accord, vous avez combien de postes à pourvoir aujourd'hui chez e-Tracing ? On a 250 postes, on a embauché 156 en fin de semaine dernière. 156 en fin de semaine dernière. Mais on a aussi des départs. Attendez, on a aussi des départs. Donc forcément, il y a un entrant-sortant qui fait qu'à la fin de l'année, on fait un plus 150, 200. Et comment vous les gardez ? Comment vous les fidélisez, ces gens-là ? C'est pas qu'une question de salaire, mais il faut que ce soit aussi quelque chose de couvert et bien couvert. Je pense que il y a deux choses qui sont importantes. En tout cas, chez nous, chez e-Tracing, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est la richesse des missions techniques et missions en termes d'enjeux qu'on propose à nos ingénieurs et à nos analystes et à nos consultants. Donc, vraiment, cette notion de... on leur apporte des choses sur lesquelles ils sont contents, ils apprennent constamment. Et ça peut être de la techno, ça peut être des outillages, ça peut être des manières d'analyser, d'auditer, d'identifier de failles, etc. Mais c'est, je pense, au niveau de la richesse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est leur donner une liberté de création, une liberté de proposition à leurs clients, à nos clients, d'être écoutés, donc d'écouter des gens qui ont 28 ans et de leur faire confiance et de se baser sur eux parce qu'ils ont beaucoup de talent et c'est pas parce qu'ils ont 28 ans ou 27 ans qu'ils sont moins talentueux que quelqu'un de 45. Non, pas du tout. Et donc, voilà, estimer les gens et leur donner un espace d'expression. Et cet espace d'expression, il est extrêmement important pour nous. Et je pense que c'est une des clés du recrutement. Oui, puis de la fidélité des gens. On a chez nous la plupart, et puis ça se traduit dans des choses très concrètes. On a une méritocratie dans le management. La plupart des directeurs, ce sont des gens qui ont commencé comme stagiaires. Donc forcément, quand on commence en 2007, quand on a créé la société en tant que jeune stagiaire, et aujourd'hui on est à la tête d'une activité de service manager qui a 150 ingénieurs, c'est une belle preuve de confiance et d'expression. Je suis bien d'accord, on va parler de Bug Bounty et des autres approches collaboratives avec vous, Rodolphe. Comment elles peuvent contribuer à atténuer justement ce manque de talent ? Est-ce que c'est possible déjà ? Alors nous, effectivement, ce qu'on prétend, c'est non pas régler le problème du manque de talent, mais en tout cas essayer de le compenser un peu. Exactement. Sur l'expertise technique de la découverte et l'exploitation de la vulnérabilité, qui est quand même un des sujets clés, puisqu'une fois de plus, c'est la base d'une attaque, c'est une vulnérabilité qui n'était pas corrigée, qui a été découverte et exploitée par une personne malveillante. Donc le but, c'est de régler ce problème. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est finalement une extension de l'équipe sécurité de nos clients, puisqu'ils peuvent taper en fait dans cette communauté. Et comme ils ne payent, entre guillemets, qu'au résultat, je dirais qu'ils maximisent finalement le rendement de leur investissement. En fait, comment ça se passe concrètement ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Mais sur une mission, on parle d'un programme, en fait, on va définir une grille de primes qui va préciser le montant qu'un hacker, donc un chercheur, peut gagner en fonction de la gravité et du type de vulnérabilité. Et donc, ce montant, il peut aller de 50 € jusqu'à 500 000 €. Et j'exagère à peine, hein, en fait, puisqu'on sécurise tout type de clients, donc ça va des startups comme Tixeo jusqu'à le gouvernement français et d'autres gouvernements. On sécurise par exemple l'entièreté du gouvernement singapourien, de la province du Québec, les administrations espagnoles, finlandaises et d'autres. Et là, évidemment, on peut sécuriser des services critiques. Un exemple que j'aime utiliser, c'est celui de la votation électronique en Suisse. Donc c'est évidemment un sujet à la fois très sensible d'un point de vue politique, on peut l'imaginer, et extrêmement critique d'un point de vue cyber. Et eux, ils utilisent le Bug Bounty comme une façon d'apporter des gages en fait, de transparence et de confiance vis-à-vis de leurs citoyens.
Et évidemment, ils n'auraient jamais les moyens, entre guillemets, de se payer 150 ou 200 ingénieurs d'une société à temps plein pour pouvoir sécuriser en permanence ces systèmes. Voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un modèle qui, entre guillemets, rend scalable l'accès à ces ressources, à ces expertises. On va parler très concrètement maintenant. Quelles sont les réponses face aux cybermenaces aujourd'hui? Quelles sont les réponses qu'on peut faire et quelles sont les solutions techniques les plus efficaces pour prévenir et détecter ces cyberattaques? Qui veut répondre? Ah, c'est compliqué. Jean-Philippe. Je laisse Yann. Yann. Il y a plein de choses. La première chose, c'est déjà faire un diagnostic, comprendre c'est quoi mes assets critiques dans l'entreprise. Ça ne sert à rien de faire appel à des super outils, de mettre Star Wars sur un truc qui est pas nécessaire. Donc c'est vraiment comprendre les points. Et puis ensuite, il y a différentes solutions. On ne va pas rentrer trop dans le technique, mais pour mieux détecter, pour mieux répondre. Et puis il y a tout un volet, on en a parlé beaucoup, d'accompagnement, de formation, parce que l'humain est essentiel en fait dans toute la chaîne. Yann, si je te dis, j'ai une petite entreprise avec 50 employés, hop, je reçois un mail, un de mes salariés a cliqué sur le mail, je suis victime d'une cyberattaque, comment je dois réagir? Alors déjà, probablement, il faut alerter des différents acteurs, mais déjà probablement débrancher le réseau. Donc on arrête tout. Voilà. Ensuite, pas obligatoirement éteindre les machines, mais plutôt débrancher le réseau. Internet. Ensuite, depuis quelques mois, sur tout le territoire français, il y a un réseau qui s'appelle les CSIRT régionaux. C'est un peu le SAMU régional. Donc là, il y a un numéro dans toutes les régions à appeler. C'est pas le 3700? Peut-être, je devrais le savoir. Donc voilà, donc il y a un numéro à appeler où il y a des acteurs qui peuvent vous aider et vous orienter vers les bons acteurs. Voilà, c'est ça. Après, il y a d'autres acteurs qui sont assez intéressants, notamment cybermalveillance.gouv.fr qui vous donne un certain nombre de conseils en amont. Et puis, il faut essayer d'éviter tout ça, d'arriver à ce niveau-là. Donc, il faut préparer. Et là, le dispositif dont je vous parlais, cybia.eu, cybiah.eu, c'est gratuit pour la région Île-de-France, c'est un test. Il faut essayer n'hésitez pas à nous contacter. 150 entreprises vont pouvoir bénéficier de Cybia en Île-de-France pour l'instant, mais j'espère que ça sera dans toutes les régions l'année prochaine, par exemple. On l'espère bien aussi. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a des avantages, par exemple, s'il y a une collaboration entre les secteurs publics et privés, justement, pour renforcer la cybersécurité? Je vais demander ça à Rodolphe. Alors, il y a une collaboration de fait à travers l'ANSSI qui est, je pense... Et le campus aussi. Alors, j'allais y venir. Mais historiquement, donc l'ANSSI est présent depuis assez longtemps. Et je ne sais pas s'il y a un équivalent peut-être à part aux États-Unis, à Singapour, dans quelques pays. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans d'autres pays d'une organisation publique cyber aussi active et aussi importante que l'ANSSI. Donc je pense que l'ANSSI a joué un rôle très important. On a fait beaucoup d'autocritique sur la France, mais objectivement aujourd'hui, par rapport à la population, à la taille du pays, je pense qu'en proportion, on doit avoir une des plus grosses expertises cyber quand même. Nous, on le voit, désolé de tout ramener à Yeswiak, mais sur le classement de la plateforme, et même, alors je prends un exemple qui n'a rien à voir avec nous, mais il y a eu un concours de hacking il n'y a pas très longtemps organisé par une plateforme américaine, et c'est encore des Français qui ont gagné. Donc on est quand même conscient des risques de cybermenaces en France. Je pense que la France a un très bon niveau de maturité, un très bon niveau de compétences, que nous envie pas mal de pays, et ça vient aussi, il faut le dire, de notre tradition, entre guillemets, d'ingénieur. Et pour revenir à la question des partenariats publics-privés, je pense que déjà l'ANSSI a joué un rôle essentiel en termes de sensibilisation. On l'a vu notamment avant les Jeux Olympiques. Elle a fait un énorme travail auprès des entreprises pour les forcer, entre guillemets, à prendre des mesures. Et d'une façon qui, à mon avis, ressemble, je pense qu'il n'y a qu'aux États-Unis ou une fois plus dans quelques pays qu'on peut voir ce type d'opération. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, une autre chose, c'est que d'une façon générale, le gouvernement français ou l'administration est plutôt un adopteur précoce, pour parler pas en franglais, en matière de solutions cyber. On est deux représentants à cette table aujourd'hui de solutions qui sont utilisées depuis assez longtemps maintenant par les administrations et donc qui donnent l'exemple au reste au secteur privé. Et ça, pareil, c'est quand même un atout très important parce qu'il montre la bonne direction. Yann. Ouais, complètement d'accord. Et c'est vrai que le modèle français est hyper intéressant. La maturité française, on a c'est positif, déjà. Dissocié l'offensif du défensif. L'ANSSI, c'est une agence qui est en défense et qui aide les entreprises.
On a la chance en France d'avoir le campus cyber, qui est un peu la porte d'entrée vers l'écosystème français. C'est un lieu, on est assez récent, on a 3 ans. 3 ans après, on a plus de 6000 experts qui ont des accès. On a plus de 300 entreprises avec des super pépites comme Yasuya, comme e-tracing. Et c'est une carte dans ma poche. Voilà, et donc pourquoi on a lancé ce campus cyber? Donc c'est une mission qui avait été confiée à Michel Vandenberg, qui est un entrepreneur à succès. L'idée, c'était vraiment de... Qui est le président du campus cyber. Qui est le président du campus cyber. L'idée, c'était vraiment d'essayer de créer beaucoup plus de synergie entre les acteurs publics et privés pour être plus forts ensemble et pour inverser le rapport de force vis-à-vis des attaquants et faire aussi rayonner l'excellence française. Et je peux vous dire que ça marche plutôt bien. On a beaucoup de délégations étrangères qui viennent nous voir. On inspire. Pour une fois, ça fait du bien de voir qu'en France, comme tu le disais, on a un écosystème qui est vibrant. On l'a vu pendant les JO, même s'il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y a une énorme préparation en amont. Et voilà. Et donc, tout s'est bien passé. Et tout dans l'ensemble, c'est à peu près bien passé de ce qu'on sait. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Et moi, je suis assez persuadé qu'on a besoin de créer des écosystèmes fertiles pour que ces acteurs... que ça s'emboîte correctement, finalement. Exactement. Parce que c'est pas toujours simple de faire travailler des acteurs de la recherche avec des acteurs privés, le CAC 40, les startups, tout ça, les écoles. On a tous ces acteurs-là, c'est plus de 300 entreprises ou organisations qui sont au campus et qui mettent leurs forces ensemble pour inverser le rapport de force, mieux protéger notre société et faire rayonner l'excellence française. Oui, c'est intéressant les campus cyber régionaux. Aussi, voilà. Parce que ça pourra territorialiser et, j'allais dire, sortir que de Paris. Moi, je constate que beaucoup d'entreprises françaises de taille, enfin, je suis désolé, je m'occupe plus des ETI et des très grosses entreprises, ont pris le risque cyber au bon niveau de l'importance. C'est un risque qui est vu par les COMEX, par les directions générales. C'est pour ça que je parlais du fait que les DSI sont vraiment en première ligne maintenant. C'est plus uniquement une question de responsable sécurité système d'information. Et on voit que le sujet est vraiment traité. Il faut que ça descende, mais les grandes entreprises et les grosses ETI, dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs, que ce soit industriel, que ce soit services, etc., et le secteur public, d'ailleurs, on parlait de Jeux Olympiques, on travaille pour tout ce qui est Île-de-France Mobilité et Commu-Titre, ce sont des... je les cite, ce sont des gens qui investissent dans la cybersécurité. Et c'est pas pris à la légère. Une dernière question pour vous 4. Je vais vous parler du futur et de la cybersécurité et de l'innovation. Et je voudrais qu'en un point, c'est 1 minute chacun, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'innovation en cybersécurité? Quel va être le futur de la cybersécurité? Qui commence, Yann? Moi, je pense qu'on parle beaucoup d'IA, mais l'IA va beaucoup impacter tous les secteurs, y compris la cybersécurité, devrait nous aider à automatiser et s'améliorer dans le temps de réaction, dans le temps de détection des attaques, et aussi à automatiser la réponse aux attaques. Et donc, on attend énormément de progrès au niveau de l'IA, mais c'est aussi des nouvelles menaces. Et donc, c'est des choses sur lesquelles... Alors, oui, parce que juste pour compléter et répondre à ça, le problème, c'est qu'il y a aussi l'IA est aussi utilisée par les attaquants. Et il y a plusieurs cas d'usage qu'on a vus. L'IA, aujourd'hui, c'est quoi le cas d'usage? C'est simplement tout ce qui est facile à faire, de l'automatiser pour le rendre plus rapide. Et les attaquants le font. Et donc, malheureusement, comme toujours en cyber, c'est un peu la parabole de la cuirasse et du glaive. L'un rattrape l'autre. Jean-Philippe? Alors moi, du coup, je vais prendre le contre-pied. Je ne parlerai pas d'innovation au sens produit, je parlerai de remédiation rapide. Se fixer des objectifs de quel temps d'arrêt, selon mon activité, je tolère. Et en combien de temps je dois m'entraîner pour atteindre la remise d'aplomb sur ce temps d'arrêt-là. Parce que, à la fin, même les grandes entreprises ou les ETI qui ont des incidents, quand on regarde le nombre de jours qu'elles mettent, voire le nombre de semaines ou de mois à se remédier. La protection, oui. Peut-être penser mettre un peu plus d'efforts, de pragmatisme et de méthode sur la réduction d'impact en se fixant des objectifs. Les outils, après, ça aide, mais...
Moi, je suis complémentaire à tous les trois, hein, si je peux me permettre. Eh bien, le mot de la fin. Non, c'est beaucoup demandé. Non, je pense que la notion de service, elle est extrêmement importante dans la cybersécurité. Les systèmes d'information sont complexes. On a besoin d'une démarche transverse, vraiment transverse. Ça demande bien sûr de l'IA dans le service, ça demande bien sûr à organiser, à structurer, à identifier les temps, etc. Mais on est sur une notion de surveillance, on est sur une notion de vision globale du système d'information avec toute l'empreinte qui peut être vulnérable. On peut avoir des vulnérabilités dans les différentes plaques, régions, métiers, applications. Donc c'est vaste, c'est très vaste. Mais cette notion globale, transverse, de surveillance, d'intervention, de détection, elle est basée sur le service humain. Que le service humain utilise de l'outillage IA, bien sûr, tant mieux, c'est génial. Mais l'IA est utilisée par tout le monde. Donc voilà, l'humain est quand même, et la notion de service, elle est quand même transverse. Très bien. On finira sur cette belle parole. C'est la fin de cette émission. La cybersécurité est un domaine plus que crucial dans notre société numérique. Merci à nos experts pour leur analyse éclairée. Merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Et ensemble, continuons à nous informer, à nous former et à renforcer notre cybersécurité pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. À très bientôt sur Bismart for Change pour une prochaine émission et surtout, restez vigilants dans l'univers numérique.